6h, 9h, changez de position. Le Morning Dance Nation Radio avec Franck Cara. Et si on réveillait une star? Merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, le rendez-vous incontournable, c'est le réveil de star où ce matin, je vous propose d'accueillir un patineur artistique de talent qui a de l'originalité, un véritable charisme et un enthousiasme hors pair. Nous appelons l'excellent Philippe Candeloro. Allez, c'est parti, nous appelons Philippe Candeloro. Oui. Allô Philippe, bonjour, c'est Franck. Oui, bonjour. Comment ça va Philippe ? Eh ben ça va très bien. C'est un plaisir de t'avoir sur antenne. En plus, aujourd'hui, c'est notre 50e réveil de star et nous le faisons avec l'excellent Philippe Candeloro. Mais quel plaisir. Merci d'être là Philippe ce matin. Plaisir partagé. Ravi d'être donc la 50e personnalité du réveil de star. Ça me fait plaisir, ça me touche. Bon, heureusement que c'est pas pour les 50 ans quoi. Non, heureusement, c'est pas pour les 50 ans. Écoute Philippe, on n'a que 12 minutes pour traverser une carrière qui est absolument magnifique et qui a démarré, si mes souvenirs sont bons, en 1979, dans le cadre scolaire d'ailleurs, où tu as participé à la patinoire de Colombes, et c'est là que tu as eu un vrai coup de foudre pour le patinage artistique. Alors comment ça a démarré cette histoire ? Alors c'est un peu particulier en fait, parce qu'effectivement grâce à l'école et parce qu'on avait une patinoire dans la ville de Colombes, qu'on avait droit à une fois par semaine en fait de patiner. Et c'est pas vraiment moi qui ai eu le coup de foudre. Moi j'avais peut-être le don pour pouvoir tenir l'équilibre mieux que mes petits camarades de classe. Ouais. Et c'est l'entraîneur André Brunet qui m'a découvert, qui lui donc encadrait les scolaires à cette époque et qui a dit à ma maîtresse, ce gamin il a l'air doué, il a l'air efficace, j'aimerais bien rencontrer ses parents pour qu'ils puissent me l'amener au club. Par la suite, c'est devenu ton entraîneur quasiment toute ta carrière en fait. C'est lui qui m'a détecté, c'est lui qui m'a formé et j'oserais dire, j'espère que ce sera lui qui m'enterrera, mais ça sera un peu délicat quand même. D'entrée de jeu, tout le monde a vu que tu avais du talent parce que la Fédération française de sport de glace te propose à l'âge de 8 ans d'intégrer l'Institut national du sport. Étonnamment, tu as refusé. Alors c'était pas à 8 ans, c'était à 10 ans évidemment, parce que c'est une fois qu'on a commencé à faire ses preuves et que justement, pourquoi j'ai refusé de partir à l'INSEP et il fallait que je quitte l'entraîneur de formation, donc André Brunet, il voulait absolument me faire quitter André Brunet en fait. Et moi j'avais la patinoire de Colombes qui était à 5 minutes de chez moi en vélo. Je me voyais pas me taper Colombes, Vincennes, plus jusqu'à l'INSEP, où j'avais 1h30 de trajet par jour à faire. Ou alors quitter mon domicile pour habiter à l'INSEP. Il y a une grande complicité qui s'est installée avec mon entraîneur et c'est certainement ce qui m'a permis d'obtenir 2 médailles aux Jeux Olympiques, parce que André Brunet a toujours été à côté de moi et il l'est toujours d'ailleurs, puisque quand on refait quelques compétitions ou quelques manifestations, il est toujours là. Alors justement, on parlait des JO. Tes premiers JO étaient en 1988 où tu as participé aux Jeux Olympiques de Calgary. En 89, alors là ça a été une année un peu charnière quand même pour toi, dans le sens où déjà tu te fais connaître du grand public, vraiment connaître. Tu participes au trophée Lalique sur lesquels tu repars avec la 7e place, donc c'est pas rien. Au championnat de France, tu réussis à conquérir la médaille d'argent et tout ça derrière Éric Millot. Éric Millot qui sera pour toi un concurrent vraiment tout au long de cette carrière, sur lequel tu vas vraiment te battre proprement parler, et par la suite d'ailleurs tu auras ta revanche quelques années plus tard, on en parlera après. Comment ça s'est passé cette rencontre avec Éric Millot ? Éric Millot, ça a été assez particulier. Alors pour juste bien recycler en fait, recadrer, c'était 88, je suis parti à Calgary pour en fin de compte faire un ballet à la cérémonie de clôture pour présenter les Jeux d'Albertville 4 ans plus tard. D'accord. Donc c'était une expérience vraiment phénoménale pour moi et c'est là que j'ai découvert l'ampleur des Jeux Olympiques. Je suis tombé amoureux des anneaux olympiques, de l'ambiance olympique, et derrière ça je me suis entraîné comme un fou pour me disant je pense à Albertville parce que ce seront les Jeux Olympiques qui se dérouleront à la maison en France. Donc après Éric Millot, effectivement, ça a été le concurrent que j'ai retrouvé très souvent durant ma carrière. Il était un petit peu plus âgé que moi. Et lui, par contre, faisait partie d'équipe de Champigny. Il y a eu des résultats de championnat de France qui n'ont pas toujours été ceux qui auraient dû être. Et peut-être que moi, j'en ai gagné un, alors que j'aurais peut-être pas dû non plus. En 89, il y a eu aussi un point marquant, c'est que tu es rentré dans le top 10 européen des meilleurs patineurs, donc c'est pas rien non plus. Et en 90, tu fais une rencontre absolument fantastique, celle de Natacha Dabadi, qui deviendra d'ailleurs ta chorégraphe pendant plusieurs années. Alors Natacha Dabadi, qui venait donc du fameux ballet du Bolshoi, et
effectivement, la rencontre a été un petit peu difficile parce que jusque-là, j'avais jamais eu de chorégraphe, jamais eu de prof de danse qui pouvait m'en faire baver en dehors de la glace. Quand Natacha est arrivée, je vous dis que ça m'a fait un petit peu tout drôle parce qu'elle a voulu me faire travailler en plus à la Ruskov. Et elle, elle a connu des moments très difficiles, très douloureux de l'époque soviétique. Donc ça a été un moment un peu douloureux pour moi, mais finalement je l'ai pas regretté parce que effectivement, grâce à son travail, grâce à l'apprentissage que j'ai pu avoir, elle m'a préparé physiquement à devenir peut-être quelqu'un d'exploitable artistiquement. Et grâce à elle, on a monté le Conan le Barbare qui m'a permis effectivement en 91 de devenir vice-champion d'Europe à Helsinki. C'est elle qui en a eu l'idée ? Alors pas pour le programme de Conan le Barbare, là c'était à l'époque où moi je commençais à vouloir aussi m'exprimer à travers des thèmes. Parce que j'en avais marre de mettre des tenues moule quéquette, comme je dis, avec des musiques un peu plus classiques. Même si moi, de toute façon, tout au long de ma carrière, j'ai jamais vraiment patiné sur du Prokofiev ou du Vivaldi. Je me suis toujours un peu battu pour essayer d'être différent de tout le monde. Donc quelque part, même avant l'arrivée de Natacha. Après, quand Natacha est arrivée, elle m'a, en fin de compte, préparé mon corps à pouvoir s'exprimer corporellement d'une manière assez gracieuse, sans forcément ressembler à une fille sur glace. Et du coup, c'est ce qui m'a permis un peu de progresser et de grimper vers les meilleures marches du podium au niveau européen. Et puis après, au niveau mondial... Effectivement, en 1980... Bon, je vais pas parler de 91 parce que là, il y a eu un point noir, notamment ton accident de moto, mais un an plus tard, tu as une très très belle revanche en 1992, où tu es au championnat d'Europe à Helsinki, et là, tu remportes carrément la médaille d'argent devant Eric Milo, et en plus, toujours avec ces programmes où, en fait, tu te démarques complètement des autres. Effectivement, c'est comme ça un peu que je commence à faire mon petit bonhomme de chemin dans le patinage, parce que bon, quand on est français, on n'est pas spécialement considéré comme les meilleurs patineurs du monde. En revanche, comme on amène un peu d'excentricité, on peut se dire c'est des personnages qui peuvent nous rendre le patinage intéressant. Donc du coup, ils nous gardaient et puis nous montaient un petit peu en flèche comme ça quand les programmes étaient bien et quand surtout on avait réussi nos sauts et nos pirouettes. Donc du coup, effectivement, Eric Milo m'a souvent accompagné, il m'a servi un petit peu de partenaire, on va dire de partenaire de compétition. On se tirait la bourre, forcément. On avait envie de se battre l'un contre l'autre. Le problème, c'est que des fois, on faisait un championnat de France à l'intérieur même d'un championnat d'Europe. D'accord. Et ça a jamais été très bon pour l'ensemble de l'équipe de France parce qu'on sentait cette animosité qui existait au niveau franco-français, alors qu'en fait, on n'était pas là pour se battre l'un contre l'autre. Il fallait qu'on essaye d'être les meilleurs. Et c'est la seule année d'ailleurs à Helsinki où on est arrivé 2e et 3e et qu'il y a eu une espèce d'amitié ou un esprit de sportivité assez fair-play, on va dire, ce jour-là. Et en 1994, tu marques les esprits à Lillehammer avec notamment cette fameuse technique libre avec ta fameuse pirouette finale que tu finis sur les genoux, qui est interdite d'ailleurs en compétition amateur depuis lors. Et là, carrément, ça explose. Là, je veux dire, Philippe Candeloro fait quelque chose que personne n'a jamais vu. Et là, tu as vraiment marqué les esprits avec ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que cette pirouette, d'ailleurs, elle a existé suite à une erreur. En fait, je travaillais une autre pirouette qui était une pirouette flying camel et en réceptionnant, en tombant dans cette position sur les genoux, je m'aperçois qu'on peut continuer à tourner et voire même lui donner un peu de force centrifuge et continuer à accélérer la rotation de pirouette. Donc je me dis tiens, c'est intéressant et du coup c'est comme ça que cette pirouette est née suite à une erreur. C'est souvent le cas pour tout le monde et beaucoup de gens qui inventent des choses d'ailleurs. Voilà, après effectivement cette pirouette, j'ai commencé à la faire en compétition parce que c'est à l'époque de Conan le Barbare, j'ai commencé à la mettre. Les Américains étaient fous de cette pirouette, ils se levaient à chaque fois que je faisais ça en fin de programme et elle était devenue interdite pour le règlement du patinage amateur. Et moi je continuais à la faire au risque de me prendre des points de pénalité et du coup mais par contre le public se levait, donc moi j'ai choisi de façon ma voie, à chaque fois c'était à la fois essayer de devenir un champion tout en essayant de conquérir au maximum le public parce que le public m'a rendu service dans ma carrière parce que grâce à leurs applaudissements et à cette notoriété que j'ai acquis grâce à lui, grâce au public, aujourd'hui je crois que mes médailles olympiques je les dois beaucoup au public, c'est pour ça que je le respecte toujours. Et le public t'a vraiment suivi, en tout cas on le voit au fil des années quand on regarde un petit peu ta biographie, notamment par exemple en 95 quand tu as décidé de laisser tomber le parrain pour partir sur un thème on va dire un petit peu plus humoristique avec la bande dessinée de Lucky Luke. Là tu as cartonné, je veux dire tout le monde arrive à voir un extraterrestre qui arrive sur la patinoire en Lucky Luke et là pour le coup t'as vraiment marqué les esprits, tu cartonnes, le public te suit et là pour toi c'est parti, c'est une envolée absolument magnifique. Alors voilà, c'est pas pour tous les pays du monde parce
que Lucky Luke malheureusement n'était pas connu dans le monde entier. Je crois que d'ailleurs si Lucky Luke Licensing m'a permis de faire ce numéro, c'était aussi pour lui donner un peu plus de notoriété dans certains pays où il n'était pas encore. Et il y a eu un très bon accompagnement d'ailleurs de la famille Lucky Luke. C'est vrai que ça a été un très grand succès pour moi en France de faire ce programme. Malheureusement cette saison-là, j'étais pas en pleine forme, j'étais blessé, je me suis battu contre un petit bout d'os qui se baladait dans ma cheville, donc je voulais pas me faire opérer parce que pour pas avoir une cicatrice au niveau de la malléole. Et du coup, j'ai peiné sur cette saison, mais c'est un des programmes qui finalement, parce que beaucoup de gens aujourd'hui continuent de m'appeler Lucky Luke, et en regardant ce programme, c'est celui que j'ai travaillé le plus avec Natacha Dabadi justement, qui m'a donné le plus de fil à retordre, et c'est celui avec lequel j'ai eu moins de bons résultats sportifs. Mais c'est vrai qu'on se souviendra toujours des personnages que tu as créés, comme d'un côté le parrain, après il y a eu Lucky Luke, après il y a eu Napoléon en 1996, en 97 tu pars carrément sur D'Artagnan, donc tu restes toujours sur des thèmes très ancrés France. Je vois que ça fonctionne. Comme je vois que ça fonctionne auprès du public, je garde cette petite patte et qui est ma touche personnelle et que les gens aiment bien. Donc du coup, la difficulté, c'est de trouver à la fois un thème intéressant que les gens vont comprendre et qu'à chaque fois que je vais faire un geste, ça va s'approprier au thème ou au personnage. Et en plus, pour moi, c'était une lecture beaucoup plus lisible. Et à partir de ce moment-là, donc après Natacha, on s'est séparés en 96. Juste à la fin donc de Lucky Luke. Donc du coup là j'ai un peu ramé, on a fait des essais avec Patrick Dupont, d'autres avec Chanty Rouge-Paul, une autre chorégraphe, sur le programme de Napoléon, et j'ai fait une médaille d'argent à Bercy en 97 en janvier 97 avec Napoléon, et ma cheville s'est de nouveau blessée et j'ai pas pu participer au championnat du monde de Lausanne juste derrière. Donc une saison un petit peu en difficulté, et j'ai décidé de me faire opérer en 97 de ce petit bout d'os qui se baladait dans ma cheville pour être débarrassé définitivement avant la saison olympique de 98 qui arrivait à grands pas. Et d'ailleurs 98 qui a terminé ta carrière, en fait tu as décidé d'arrêter notamment suite à une grippe aussi qui t'a vraiment détruit sur le moment, tu étais extrêmement fatigué. Et pourquoi juste s'arrêter, pourquoi ne pas faire juste un break et repartir après? Alors c'est un peu plus complexe que ça, c'est-à-dire que forcément avec la mentalité que j'ai et puis la personnalité, je me suis souvent bagarré avec la fédération parce que je faisais un petit peu comme je voulais, comme je l'entendais, parce que je programmais mes résultats sportifs ou ma carrière sportive d'une manière différente de ce qu'eux voulaient. Moi, je la programmais avec mon entraîneur. Quand ça ne marchait pas, d'ailleurs, tu faisais appel, notamment, tu as fait une fois appel au ministre des Sports, d'ailleurs. J'étais un peu obligé. Donc, à cette époque-là, j'ai été moi-même négocier ma visite au Japon pour présenter le programme de D'Artagnan aux Japonaises, parce que comme je sais comment fonctionnaient les Japonais à ce moment-là, ils avaient besoin de voir le programme pour s'imprégner du thème, et que 4 mois plus tard, quand je revenais pour les Jeux Olympiques à Nagano, D'Artagnan était déjà connu, tout le monde en avait parlé et compagnie. Et là, la fédération ne voulait pas m'envoyer là-bas. Donc je me suis déplacé moi-même, j'ai payé moi-même mon billet. J'ai voulu absolument patiner au Japon avant de pouvoir faire les Jeux Olympiques. Et du coup, derrière, je suis arrivé très fatigué. Et effectivement, c'est le seul forfait de ma carrière au championnat de France. Je ne peux pas faire le programme de D'Artagnan devant le public. Et j'ai raté cette compète parce que j'étais malade et j'avais pas toutes mes armes pour aller me battre contre mes concurrents français qui commençaient aussi à me donner du fil à retordre parce que eux, ils progressaient. Puis moi, je prenais de l'âge, surtout. Mais en même temps, tu as eu une très belle revanche en 98, puisque tu es quand même arrivé médaille de bronze aux Jeux Olympiques d'hiver de Nagano, c'est pas rien. Effectivement, donc j'avais décidé que les Jeux Olympiques seraient ma dernière compétition amateur, parce que voilà, j'avais 26 ans, je savais très bien que après ça allait être difficile de continuer 4 ans de plus, et là j'ai dit bon, on essaye, on tente le tout pour le tout avec cette compète. J'ai dû faire intervenir effectivement le ministre pour qu'il me dise, pour que je lui dise, moi j'ai envie de faire les championnats d'Europe et j'en ai besoin pour ma préparation. Donc du coup ils sont intervenus, j'ai fait les Europes avec D'Artagnan, j'ai fini 5e au championnat d'Europe, et un mois et demi après il y a Nagano qui arrive, et là effectivement je me passe dans les 5 premiers au programme technique en réalisant les sauts que j'avais besoin de faire, et derrière j'enquille avec D'Artagnan qui fait un super exploit là-bas, et puis surtout qui marque les esprits des gens qui aiment les Jeux Olympiques et le sport, et je termine 3e, et c'est comme ça que je dis voilà, maintenant c'était ma dernière compète, c'est super, ma carrière se termine superbement bien et je suis très heureux. Enfin, on va dire la première carrière, parce qu'après par la suite donc tu passes professionnel. À partir de là, on a toujours continué à entendre parler de Philippe Candeloro, dans le sens où tu as fait le Candel Euro Tour qui a été un véritable succès. De là, tu passes directement à Holiday on Ice. Alors là, c'est pareil, ça a été un carton. On t'a vu de partout avec ce spectacle
spectacle, en plus c'est du rêve, Holiday on Ice. Et je veux dire, le français s'est vraiment identifié à Philippe Candeloro dans tous les spectacles que tu as fait par la suite. Tu passes en télévision, on t'a vu bien sûr à maintes reprises aux côtés de Nelson Montfort. On t'a vu également dans Danse avec les stars où tu as cartonné, t'es arrivé deuxième position devant Scheim, qui avait peut-être un physique peut-être plus voilà, peut-être c'est peut-être ça, derrière voilà. Scheim, Oui, derrière Scheim. Elle gagné justement parce que je crois qu'elle avait des atouts un peu plus impressionnants que les miens au niveau physique déjà. Je pense que c'est ça qui t'a perdu, parce qu'au niveau danse, nous on t'avait suivi dans cette saison, parce que moi j'ai une femme qui est accro de Danse avec les stars, et je peux t'assurer que derrière t'étais vraiment très 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 bon. Sincèrement Philippe, tu étais excellent. Bah, c'est gentil de me le dire. Bon, moi je me suis éclaté dans ce programme, et effectivement moi depuis 94, après la médaille de Lillehammer, en fin de compte c'est là où tout a explosé pour moi, dans le sens où j'ai eu une notoriété, j'ai commencé à l'entretenir grâce à mes passages de télévision, et justement j'étais devenu un très bon client parce que je me marrais, parce que j'étais là pour m'éclater, je parlais un petit peu comme le gars de la banlieue qui était compris par beaucoup de monde. Donc je suis devenu effectivement un bon client fidèle, on s'est rendu service mutuellement je pense entre les télévisions et pour moi et pour ma carrière, et effectivement avec cette personnalité qui s'est construite autour de moi, après il y a eu Nelson Montfort avec les commentaires, là encore une fois ça a marqué les esprits. Ah, vous faisiez un super duo On sait que les gens aimaient ça, en tout cas ils trouvent ça sympa parce que c'est frais, parce qu'on se marre, parce que sans dénigrer les performances des athlètes, toujours pareil, il faut respecter, parce que moi je sais le travail. Tu sentais vraiment la complicité dans ce duo, et c'est ça qui a été intéressant. En sachant que, pour terminer, parce qu'on a très peu de temps malheureusement, tu avais dit une phrase en 2002, j'aimerais savoir si tu la penses toujours. En 2002, tu avais dit: si la France ne magouillait pas, elle n'aurait pas autant de médailles. Je le pense toujours, parce que dans le sens où c'était par rapport au scandale de Salt Lake City, on a beaucoup souffert, nous, patinage français, de perdre des médailles à quelques dixièmes près, parce qu'il y avait des gens qui faisaient du lobbying plus que nous. Alors peut-être que le mot magouille était peut-être un peu exagéré. En même temps, dans le patinage, on a toujours pensé, les gens pensent toujours qu'il y a de la magouille parce que c'est un sport à jugement et que c'est pas toujours impartial. À Salt Lake City, je crois qu'on voulait s'assurer, alors que les athlètes eux-mêmes n'avaient pas besoin de magouille pour qu'ils soient les premiers et les champions. Du coup, on a voulu quand même s'assurer d'eux, et du coup, c'est les Français qui se sont fait montrer du doigt, alors que depuis des années, ça se passait. Sache que je suis très agréablement surpris sur un point, c'est que lors de la préparation de ce réveil de star, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur toi, on a fait beaucoup de recherches, on fait forcément, tu vois, avant de faire en plus le 50e réveil de star, c'est pas rien non plus, et je suis super agréablement surpris de voir que tu es le même dans la vie que celui que l'on peut voir dans l'image publique. Et franchement, c'est un vrai plaisir de t'avoir eu ce matin sur antenne, Philippe. C'est un plaisir partagé. Vous savez, moi, j'essaye de vivre normalement, que je sois à la télé ou dehors, et c'est ce que les gens aiment bien chez moi. Donc, c'est le patrimoine que j'ai construit, qu'il faut impérativement que je garde. Bon, maintenant, pour les 50e anniversaire ou 50e réveil de star, pardon, on aurait pu faire 50 minutes, parce qu'avec moi, je pense que c'est clair je suis un bavard. En plus, comme je suis un bavard, on aurait pu faire plus long. Voilà, c'était juste un survol, malheureusement, parce qu'une carrière comme la tienne, en 12 minutes, c'est vrai que c'est un petit peu court. Un grand merci, en tout cas, Philippe, d'avoir été là ce matin. Je te souhaite bon vent, en tout cas, pour la suite. Et tu reviens quand tu veux pour un autre réveil de star. C'est gentil. Bonne journée à tous, en tout cas, et à très bientôt, j'espère. À très bientôt, Philippe. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Franck Cara sur House Nation Radio.